Dans un village fantôme en Afrique du Sud, 3000 habitants résistent à la nécessité du départ. Ce sont des soldats angolais oubliés alors qu'ils ont combattu sous le régime de l'apartheid. Au Cameroun, le défilé marquant la célébration de la 45e fête de l'unité s'est déroulé dans la ville de Douala. Étaient absents plusieurs principaux partis d'opposition sur fond de crise anglophone. Enfin, en sport, le marathon pour la paix de Kigali s'est déroulé ce dimanche au Rwanda. Les premières dames kenyanes et rwandaises ont donné le départ pour participer à l'épreuve du 7 km. La piscine ne sert plus que de bassin pour les chèvres. Dans les années 80, ce club sportif était le haut lieu de la vie sociale de Pomfret, une ex-base militaire sud-africaine. Ici, il y avait des cours de tennis, une piscine, beaucoup de choses, un club de gym et même un bar. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines pillées par les hommes et envahies par la nature. Mais 3000 habitants vivent encore ici, des vétérans et leurs familles. José Lourenço a été soldat pour l'armée de l'apartheid. Séduit comme beaucoup d'autres Angolais par la perspective d'un salaire et d'un avenir en Afrique du Sud, il a combattu avec le bataillon 32 aux côtés des Blancs, en Namibie et en Angola pendant la guerre froide. Si on retourne en Angola, ils nous diront « Vous nous avez tués, vous vous êtes battus contre votre pays, retournez en Afrique du Sud ». Mais en Afrique du Sud, ils disent « Vous êtes des ennemis, retournez en Angola ». En 1993, le bataillon est démantelé. Beaucoup de harkis angolais quittent l'uniforme en échange d'un pécule de 30 000 €. Puis dans les années 2000, le gouvernement décide de fermer la base. Les services publics désertent les lieux, l'eau ne coule plus qu'une fois par semaine et l'électricité a été coupée il y a 3 ans. Mais un noyau dur refuse de partir. J'adore cet endroit, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que se trouve l'histoire de nos pères. C'est pour ça que nous ne voulons pas partir. Il faut juste qu'ils nous remettent l'électricité. C'est tout ce que nous voulons. Fils de vétéran, Makamba vit de petits boulots rares et saisonniers hors du village. Dans les familles, le portugais est resté la langue principale et les jeunes désespèrent. Rester ici ne sert à rien. Sans l'électricité, ce n'est pas vivable. Après mon bac, il faudra vraiment que je parte. Mais la plupart des habitants continuent de s'accrocher aux promesses d'un gouvernement d'une époque révolue. Eux ne partiront pas. Si l'ANC veut conserver sa domination dans la société, il est absolument impératif d'agir vite et fort pour faire en sorte que nous ne devenions jamais un État mafia. Ainsi s'exprimait ce dimanche le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé à Rustenburg. Très critique envers le président Jacob Zuma, il a également plaidé pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Depuis quelques mois, Cyril Ramaphosa a multiplié les sorties contre le chef de l'État, mis en cause dans une série de scandales politico-financiers, notamment après le remaniement controversé qui a coûté fin mars sa place au respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. En effet, le limogeage de ce dernier a provoqué la dégradation de l'Afrique du Sud par 2 agences de notation financière et plongé des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de plusieurs villes du pays pour exiger la démission de Jacob Zuma. De son côté, l'opposition a aussi déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président qui doit être examinée dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, en décembre prochain, l'ANC parti au pouvoir doit élire le successeur de Jacob Zuma en vue des élections générales de 2019 et Cyril Ramaphosa est l'un des principaux candidats. Pour montrer leur mécontentement face à l'installation d'une nouvelle société chinoise de traitement de produits halieutiques, les jeunes de Goujour et de Katong ont organisé une manifestation ce dimanche. Les manifestants réclament une étude d'impact environnemental sur la création de l'usine en question. En effet, selon Moustapha Mané, l'un des organisateurs de la manifestation, ils ne savent rien des produits chimiques qui seront utilisés, encore moins des retombées pour la population. Pour sa part, le ministre gambien de la Pêche, James Gomez,
promet d'engager un dialogue avec toutes les parties concernées par cette affaire. Signalons que dans cette zone du littoral, les populations vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. Notre pays a fait un bon choix. Notre pays a sauvé la démocratie par nos parlementaires de l'époque. Il faut saluer tous ceux-là qui ont voté pour le président Adrien Oumbédi parce qu'ils nous ont permis de continuer par maintenir une certaine compétence, un certain respect au sommet de l'État. On était à un doigt d'instaurer une certaine médiocrité à la tête de l'Assemblée nationale. Or, notre hémicycle est école, se veut école et doit continuer par être école. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, je considère aujourd'hui, sans risque de me tromper, que notre Parlement est le prolongement du gouvernement Talon. Appelons les choses par leur nom. Il faudrait plutôt que les gens aient la modestie et reconnaissent que nous sommes en train de reculer et il faut faire un effort pour rattraper le retard. Sinon, ça va être vraiment tard. Le président Oumbédi avait, fait un bon départ. Depuis un certain temps, nous avons un sentiment donc, de relâchement en termes de rigueur. Le principe de la séparation des pouvoirs est véritablement en difficulté en ce moment. Notre Parlement aujourd'hui est perçu par la plupart donc, des observateurs avertis comme une caisse de résonance, comme un passoire, comme une boîte à lettres où tout ce qui vient donc, du gouvernement passe tout simplement. On ne fait plus des efforts pour amender, des efforts pour contrôler l'action du gouvernement. Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais dans tout pays démocratique, on assiste qu'à ça. Nous restons optimistes tout en disant quand même que ceux qui sont là, c'est des gens responsables. Le président Adrien ne dira pas quand même qu'entre-temps, il a eu le soutien du président Talon et que sur ce, on peut quand même laisser aller certaines choses. C'est un homme responsable et je vois quand même que ce Parlement, peu importe ce qu'on peut dire, a de l'avenir. Nous restons sereins. C'est 2 ans aujourd'hui, nous restons sereins en disant quand même que les 2 ans qui restent à venir, qu'il y a de l'espoir. Oh, c'est une victoire historique, certes, mais aujourd'hui, on constate que cet espoir que cette victoire a suscité, cet espoir a le coup coupé. Complètement déçu de la prestation de maître Adrien Oumbédi. On l'a vu avec d'autres mandatures où il a été excellent, mais cette fois-ci, je crois qu'il est en train de passer à côté du sujet. L'Assemblée est devenue pratiquement une caisse de résonance. Elle ne joue pas son rôle, n'est-ce pas, de pouvoir, de contre-pouvoir. Les députés ne pensent pas au bien-être du peuple. L'intérêt du peuple est complètement ailleurs. Ce qui les préoccupe, c'est comment faire, n'est-ce pas, pour s'en mettre plein les poches. Comment penser à leur réélection. Et donc, à partir de ce moment, vous convenez avec nous que ce qui se fait là-bas n'est pas de quelque chose de qualité. Au Brésil, les manifestations pour exiger la démission de Michel Temer et pour des élections se poursuivent. Le président décrié semblait dimanche avoir eu un répit avec l'annulation d'une réunion d'un partenaire clé du gouvernement. En effet, le Parti social-démocrate devait se réunir pour décider de son soutien au chef de l'État ou, au contraire, de son retrait. Le dernier cas de figure aurait porté un coup de massue à la coalition présidentielle. Et partis de gauche et syndicats et organisations de la société civile ont envahi les rues dimanche dans plusieurs villes pour réclamer le départ du président et l'organisation de nouvelles élections. Le mieux pour le Brésil, c'est qu'il renonce maintenant. Parce qu'on ne peut pas laisser le Brésil saigner aussi lentement, comme ce fut le cas lors du processus d'impeachment de Dilma, et cela rendra les choses pires qu'elles le sont déjà. Il doit partir, oui. Et il faut que les nouveaux visages arrivent, que tous ceux qui ont leur nom impliqués s'en aillent.
Avant ce rendez-vous dans la rue, Michel Temer, qui joue sa survie politique, est passé à l'offensive samedi en demandant la suspension de l'enquête à son encontre. L'Ordre des avocats du Brésil a voté samedi à une écrasante majorité en faveur d'une demande de destitution par le Parlement. En vertu de la Constitution, si Temer quittait le pouvoir, il serait remplacé dans un premier temps par Rodrigo Mea, également sous le coup d'accusations de corruption. Le Parlement élirait son successeur sous 30 jours. Primaire du Parti socialiste en Espagne dimanche. Pedro Sánchez, le farouche opposant aux conservateurs qui gouvernent l'Espagne, a remporté le scrutin. Il reprend ainsi la direction de ce parti, menaçant la stabilité du gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy. Le Parti socialiste va être une opposition utile pour défendre la majorité sociale qui en a assez de la corruption du Parti populaire. Il va défendre ceux qui souffrent de la précarité de l'emploi, des inégalités à cause du Parti populaire. Nous allons faire du Parti socialiste le principal parti de gauche de ce pays avec le mandat aux élections pour faire du Parti socialiste une organisation crédible et cohérente et pour construire un nouveau Parti socialiste qui appartient aux membres, aux militants. Un Parti socialiste uni, c'est ce dont le Premier ministre actuel a le plus peur, plus que tout. Et c'est ce que nous allons avoir dès à présent, un Parti socialiste uni qui va directement au Moncloa, siège du gouvernement. Pedro Sánchez a remporté 50% des voix contre 40% pour Susana Díaz, la candidate des barons du Parti socialiste ouvrier espagnol. Mariano Rajoy dirige un gouvernement minoritaire depuis 6 mois, mais une opposition systématique du deuxième parti d'Espagne risque de le contraindre à retourner aux urnes avant la fin de son second mandat en 2020, selon les analystes. C'est une bonne expérience, c'est la première fois que je le fais et je veux dire que c'est bien organisé et on se met bien. Le marathon pour la paix de Kigali s'est déroulé ce dimanche dans la capitale rwandaise. Les premières dames kenyanes et rwandaises Margaret Kenyatta et Jeannette Kagame ont donné le départ et participé à l'épreuve du 7 km. Je me suis surestimé en voulant faire le semi-marathon, mais ça va, c'est dans la tête, mec. Il y a beaucoup de collines, c'était super, belle ambiance, ça valait le coup de venir de Londres, mais c'était vraiment pointu, cela fait longtemps que je n'avais pas fait un marathon aussi difficile, mais c'était génial. Je suis heureux de cette course parce que j'ai gagné aujourd'hui. Chez les femmes et chez les hommes, les 3 premières marches du podium du marathon étaient remportées par des Kenyans très réguliers sur tous les marathons de par le monde.